Enregistrement et puis je vais donc faire une petite introduction en sachant que donc je remercie tout le monde d'être là nombreux parce que là déjà même si on n'est pas encore le complet, on est déjà 39, ce qui est absolument épatant. Donc merci beaucoup de votre présence. Juste pour rappel, donc c'est une volonté de Mensa Provence en fait initialement d'animer les soirées confinées des Provençaux, puis finalement pourquoi pas de proposer ça à tout le monde. Et puis je vois que ça marche bien, qu'on a plein de gens de toutes les régions, donc je suis absolument ravie. Au niveau de Provence, on a un serveur Discord qui propose des activités de discussion en langue étrangère, donc il y en a toute la semaine. Et on va essayer une fois par semaine de proposer une conférence. Donc Didier a accepté l'enjeu et a relevé le défi. Donc voilà, je vais m'effacer moi et te laisser la parole et te laisser peut-être te présenter avant de commencer ta conférence. Donc tout le monde sait que tu es un membre de Flandre, ancien président, et je vais te laisser te présenter pour le reste et je ferme. Voilà, tu as tout dit. Je suis ancien président de Mensafla. Je m'appelle Didier Nakache. Mon domaine de prédilection est plutôt tout ce qui est informatique et plus particulièrement tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, qui amène indirectement à réfléchir sur les méthodes de raisonnement, sur la manière dont le cerveau fonctionne, sur un petit peu de neurosciences, sur les trucs d'apprentissage. Voilà, on touche un petit peu à tout ça. Et voilà, quoi dire d'autre? Je suis un membre de Mensa de longue date maintenant. Allez, on est parti. Je vais partager mon écran. Go. Si tout se passe bien, vous devez voir ma diapo de présentation. C'est parfait Didier, c'est comme au test tout à l'heure. Ok, nickel. Donc j'ai appelé cette conférence le THQI et je vais vous parler du quotient intellectuel et bien évidemment des hauts quotients intellectuels et des très hauts quotients intellectuels. Pour parler de ça, je vais le faire en trois étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter l'histoire des tests de QI jusqu'aujourd'hui, puis les caractéristiques du HQI. Cette deuxième partie intéresse plus particulièrement les membres les plus récents de Mensa. Les anciens ne vont pas apprendre grand-chose. Et enfin, je vais vous faire un retour sur une étude que j'ai faite il y a quelques années maintenant sur une population de HQI. Donc, sur les tests de QI, en fait, ça a été un long chemin, comme souvent. Et mesurer l'intelligence est quelque chose qui n'a pas été simple à réaliser. C'est-à-dire qu'intuitivement, on conçoit facilement qu'il y a des différences qualitatives dans les modes de fonctionnement. On voit bien qu'il y a des gens qui vont, je vais dire, plus vite que d'autres. Mais comment mesurer ça? C'est là que le sujet devient un peu plus complexe et beaucoup plus complexe même. Alors, les premières personnes qui ont fait ça, ça date à peu près de la fin du 18e siècle, du 19e siècle et début du 20e. Et en particulier, il y a deux personnes, c'est Paul Broca et Francis Galton, qui sont un peu les pionniers de l'évaluation de l'intelligence. Et tous les deux, dès le départ d'ailleurs, pensaient qu'on pouvait mesurer l'intelligence à travers le périmètre crânien. Et surtout, au-delà du périmètre, par le volume du crâne. Et pour eux, plus le cerveau était gros, plus la personne était intelligente. On est à la fin des années 1800. Et Paul Broca, c'est un des plus grands spécialistes du cerveau humain. Je reparlerai de lui le mercredi sur la conférence sur les femmes. Et à l'époque, je suis désolé, ce n'est pas du tout mon mode de pensée, mais à l'époque, il expliquait que justement, puisque les femmes sont moins intelligentes que les hommes, c'est parce qu'elles ont un cerveau qui est plus petit. Il a publié, je le cite, « Il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau de la femme
dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça nous paraît ahurissant, mais il y a 120 ans, c'était un mode de pensée de l'époque. Côté Galton, l'anglais Francis Galton était un cousin de Charles Darwin qui a fait la théorie de l'évolution et s'est inspiré de ce que disait Darwin pour réfléchir à l'évolution de l'intelligence. Et Galton, il a pris un chemin qui est un peu plus discutable. C'est que pour lui, l'intelligence est héréditaire. À partir du moment où elle est héréditaire, il faut pouvoir améliorer l'espèce humaine. Et de là sort la théorie de l'eugénisme qu'il a largement initiée. C'est lui l'inventeur de cette théorie. Mais au départ, il est parti sur la mesure de l'intelligence. Par contre, il n'est jamais arrivé à mettre en place le moindre test. Enfin, le premier test, Cocorico, c'est un Français qui l'a mis au point. C'est Alfred Binet, et assisté de Théodore Simon. Et Binet et Simon ont fait le premier test en 1904. Et Binet, il était mandaté par le ministère de l'Éducation nationale. Et le premier test qu'il a mis au point était fait pour détecter les enfants en difficulté scolaire. Ce n'était pas du tout pour détecter les gens intelligents, c'était plutôt pour mesurer ceux qui étaient à l'autre côté de l'échelle et des enfants qui ont des difficultés pour pouvoir les sortir du système scolaire et leur proposer des écoles adaptées à leur handicap, entre guillemets. Et donc, la première échelle de mesure de l'intelligence, eh bien, on la doit à ces deux personnes, et ça ne faisait pas appel aux connaissances, mais bien au développement mental. Binet a été très, très critiqué sur son test, et on lui disait, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais finalement, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? Votre test, qu'est-ce qu'il mesure, etc. Et il a eu cette réponse que j'aime beaucoup, il a dit, l'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Voilà, c'est une manière de boucler le circuit. Vers la même époque, il y a un Anglais qui s'appelle Charles Spearman, et lui, il a une approche qui est différente. Il a repris les travaux de Galton, et Spearman, si vous aimez les stats, il est inventeur d'une méthode dite d'analyse factorielle. C'est-à-dire qu'en gros, Spearman considère que l'intelligence, on peut la calculer avec un seul indicateur, qui est une combinaison de plusieurs indicateurs. Donc, on va combiner différentes approches ou différents angles de l'intelligence humaine, et en les combinant avec une méthode statistique qu'il a inventée, il va calculer ce qu'il appelle le facteur G, et ça lui permet de calculer un score de QI qui mesure la performance de l'intelligence humaine. Et donc, pour lui, l'intelligence, ce n'est pas un truc qui se mesure avec un seul test, mais plutôt plusieurs éléments qui sont mesurés, puis combinés après entre eux. En 1912, un an après la mort de Binet, il y a un Allemand, Wilhelm Stern, qui introduit le terme de QI et le définit de la manière la plus simple qui soit. Le QI, c'est l'âge mental multiplié par 100 divisé par l'âge réel. C'est pour ça qu'on parle de quotient intellectuel, parce qu'au départ, on est sur un vrai quotient mathématique. Donc, si à 10 ans, vous avez des capacités d'un enfant de 13 ans, vous avez un QI de 130. Et les travaux de Binet ont été repris en 1916 par un Américain, Lewis Terman, qui était psychologue à l'université de Stanford, et il a importé aux États-Unis le test de Binet et il a adapté au public américain. C'est pour ça que dans la littérature, on parle beaucoup, y compris maintenant encore, du test de Stanford-Binet. En fait, c'est le test de Binet qui a été adapté au public américain. Et ce nom-là est resté pendant très très longtemps. Enfin, on est nombreux à l'avoir déjà entendu en tout cas. Il faut attendre 1939 pour adosser le score de QI, donc le test de QI, à la loi normale. Donc la loi normale, c'est la courbe en cloche de Gauss. Et on garde le terme de quotient, alors que ce n'est plus du tout un quotient, mais le terme de quotient intellectuel est conservé parce que c'est juste rentré dans les usages. Et Wechsler est également à l'origine de la WAIS, qui est le test pour les adultes, et du WISC, qui est le test pour les enfants.
Ce sont ces tests-là qui sont encore des tests de référence aujourd'hui et qui ont perduré, et qui sont revus et réétalonnés très régulièrement, tous les 10 ans à peu près, on en parlera tout à l'heure. En 66, quelque chose que j'ai trouvé amusant, donc je l'ai noté, à partir des années 40, enfin à la fin des années 40 et jusqu'aux années 60, il y a Zazo qui reprend les travaux de Binet pour réétalonner la mesure du score d'intelligence. Il le fait sur un nombre d'enfants impressionnant parce que le premier test de Binet, je me souviens plus, mais le nombre d'enfants n'était pas très important. Et Zazo fait des comparaisons dans le temps et se rend compte que les enfants ont énormément changé. Le fait d'être allé à l'école et d'évoluer fait que les tests de l'époque, du premier test de Binet, ne sont plus adaptés et qu'il faut adapter et réévaluer les tests. Alors, j'ai pris quelques exemples que je trouve amusants de la comparaison entre 1911 et 1949. Par exemple, copier un carré, en 1911, on considérait que c'était à 5 ans. En 49, c'est à 3 ans. Distinguer le matin et le soir, 6 ans contre 5 ans. Montrer sa main droite et son oreille gauche, en 1911, il fallait avoir 7 ans. En 49, 5 ans. Et ainsi de suite. Nommer 4 couleurs, ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. En tout cas, avec le regard que nous, on peut avoir aujourd'hui. En 1911, c'était à 7 ans qu'on était capable de nommer 4 couleurs. En 49, c'était à 4 ans et aujourd'hui, c'est encore bien en deçà. En 1967, Cattell, qui est un psychologue américain principalement, lui, il a une approche qui est un petit peu différente. Il reprend les travaux de Spearman et il dit finalement l'intelligence, elle est composée principalement par deux gros morceaux que sont l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Et en gros, l'intelligence fluide, c'est une manière de raisonner de manière logique face à des situations nouvelles, alors que l'intelligence cristallisée, c'est plutôt une manière d'accéder à l'information et à l'expérience et à la connaissance d'une manière rapide et efficace. Ces deux concepts d'intelligence fluide et cristallisée, le GF et le GC, ont été repris pour partie dans des tests que sont la WAIS ou le WISC. Alors Cattell, malheureusement, il a pris un peu le chemin de ses prédécesseurs, et notamment de Galton, c'est qu'il a montré un intérêt très particulier pour l'eugénisme, et il a fait pas mal de publications ensuite dans des associations racistes et pro-white power, quoi. Associations d'extrême droite. Donc Cattell, lui, il a une vision qui est celle-ci, et là c'est juste le résumé, c'est que pour lui, l'intelligence est composée de tout un tas d'éléments. Alors, on retrouve ici le raisonnement fluide et l'intelligence fluide. On retrouve ici l'intelligence cristallisée. Et en fait, on va combiner tous ces éléments. Il y a des éléments de perception, même de psychomotricité. Et on va combiner tous ces éléments avec des poids différents pour calculer un indicateur global de quotient intellectuel ou de mesure de l'intelligence. Et il adosse ses travaux. Et même de manière très récente, vous voyez, ça, c'est des photos de scan de 2006. On s'est rendu compte que, effectivement, son concept d'intelligence fluide et même d'intelligence cristallisée, là, j'en ai mis qu'une, eh bien, lorsqu'on teste des individus, ça active toujours les mêmes zones neuronales. Donc, ce n'est pas tout à fait le hasard si ça ressort, si ce qui ressortait de manière intuitive se démontre par l'imagerie. Enfin, on arrive à 83 où on a la dernière grande théorie de mon point de vue, c'est Howard Gardner avec ce qu'il a appelé la théorie des intelligences multiples. Donc Gardner dit que pour lui, il n'y a pas une ou deux formes d'intelligence, il y en a beaucoup plus, et il va jusqu'à dénombrer 9 formes d'intelligence, et ses partisans en ont démontré encore d'autres. Donc il y a l'intelligence logico-mathématique, mais également spatiale, corporelle, kinesthésique, verbo-linguistique, musicale, etc. Alors, j'ai souvent des sujets avec une amie de Mensa qui, elle, est très favorable à cette théorie. Moi, je suis beaucoup plus circonspect, c'est que Gardner n'a jamais accepté que cette théorie soit réfutable. C'est-à-dire qu'il a dit, mais moi, je pense les choses comme ça, donc vous prenez ou vous jetez, mais ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre.
de mon point de vue, quelque chose qui n'est pas réfutable, c'est pas scientifique à la base. Puis après, on a critiqué Gardner en lui disant, mais non seulement c'est pas une théorie, puisqu'une théorie, ça doit être démontré et réfutable, mais on lui a dit, mais en plus, c'est même pas de l'intelligence. Il a dit, oui, oui, je sais, c'est vrai, c'est pas de l'intelligence, mais j'ai pris ce terme parce que c'est socialement bien valorisé. Il n'empêche que les partisans de Gardner continuent à parler d'intelligence multiple, de sa théorie, qui n'est ni une théorie ni de l'intelligence multiple. Ça me dérange beaucoup. Il y a que cette théorie soit intéressante, pourquoi pas, pour d'autres choses, pourquoi pas. Et les partisans disent oui, mais ça a aussi été démontré par l'imagerie. Ben, je veux bien, oui, effectivement. Je pense que quand on utilise la logique mathématique, par exemple, on n'active pas les mêmes zones du cerveau que quand on utilise son pied pour jouer au foot, voilà, ou pour chanter. Donc, ça me paraît évident qu'il y ait des différences d'activation dans les zones du cerveau, mais je ne suis pas convaincu que son truc soit très cohérent, en tout cas. Après, pour l'enseignement, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui utilisent les travaux de Gardner parce que ça les aide à avancer, à prendre en charge des enfants. Donc, dans ce sens-là, ça me paraît intéressant. Mais c'est plutôt une théorie éducative ou d'enseignement ou de pédagogie plutôt qu'une théorie de l'intelligence, puisque ça n'en est pas. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Quels sont les tests et quelle est la situation actuelle? Alors, la WAIS et le WISC, d'ailleurs, sont vraiment les deux tests de référence en France. Ils ont une grande solidité, une grande robustesse scientifique et ils sont limités à 150. Et ça s'adresse également à des publics ciblés. C'est que la WAIS, c'est pour les personnes, j'allais dire les jeunes, mais les personnes de 16 ans jusqu'à 79 ans, 11 mois et 30 jours précisément. La WAIS, non seulement elle est robuste, elle est reproductible, et elle a autre chose d'intéressant, c'est qu'elle est réévaluée tous les 10 ans à peu près. Donc tous les 10 ans, on refond l'échelle, on la réadapte, on la réétalonne, et ça me paraît intéressant. La WISC, c'est l'équivalent pour les enfants. Alors pour les enfants, attention, les tests, on ne fait pas de tests avant l'âge de 5-6 ans, puisqu'on considère qu'avant 5 ans, 6 ans, le cerveau justement n'est pas cristallisé, il n'est pas tout à fait terminé et les choses sont instables. Donc comment fonctionne la WAIS? C'est très simple. On a 4 tendances générales. Chaque tendance, donc chaque indice est mesuré à travers des tests et des sous-tests. Donc on a plusieurs jeux de tests qui vont permettre de calculer des scores de départ. Et ces 4 scores vont être lus pour calculer le QI total. Et là, ça pose des problèmes. Il y a des ABAC utilisés par les psychologues. Et là, ça pose des problèmes parce qu'il y a plein de situations différentes. La situation la plus problématique et la plus fréquente, ce sont les gens qui ont des QI hétérogènes. Donc, les gens qui ont un QI hétérogène sont des gens qui ont un écart de plus de 15 points entre 2 items. Par exemple, si ici, dans les 4 items, vous avez un individu qui a 130, 128, 132, 131, ok, là c'est facile, la personne a un QI de 131 ou à peu près 131. Mais si vous en avez une qui est sur un indice à 140 et sur l'autre à 85, c'est quoi le QI? Mathématiquement et scientifiquement, on ne peut pas l'interpréter. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas intelligente, ça veut dire qu'elle n'est pas scorable scientifiquement. Et ça pose des problèmes et on a trouvé quand même des profils de QI hétérogènes, donc avec des gens qui ont des scores, des écarts de plus de 15 points et sont souvent associés à ce qu'on appelle des personnalités ou des profils complexes. Globalement, ce sont des gens qui ont plutôt des approches intuitives et lorsque l'hétérogénéité est très forte, on a souvent derrière des troubles 10 qui peuvent apparaître. Ce n'est pas obligatoire évidemment, mais c'est plutôt facilité. De l'autre côté, les personnes qui ont un QI plus homogène, avec des scores élevés sur les 4 indices, ont plutôt un profil qu'on appelle laminaire et sont plutôt dans une approche analytique. C'est le raisonnement déductif et c'est une facilité d'adaptation renforcée.
certains psychologues poussent le concept jusqu'à dire qu'il y a des personnalités laminaires et des personnalités complexes. Par exemple, la personnalité complexe a souvent, alors c'est pas obligatoire, hein, souvent un QI hétérogène. Elle est sensible, elle a besoin de sécurité affective, elle a un raisonnement très intuitif. Alors que de l'autre côté, on a plutôt le laminaire qui est plus homogène, qui est plus dans le raisonnement, qui va être exigeant et qui va être dans le raisonnement analytique. Alors bien sûr, personne n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre, on est plutôt l'un ou plutôt l'autre. De mon point de vue, ces approches qui sont un peu plus récentes trouvent de la résonance avec ce qu'un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman a appelé le système 1 et le système 2. Alors là, c'est une opinion qui est purement personnelle. Le système 1 et le système 2, Daniel Kahneman a fait des travaux avec Amos Tversky. D'ailleurs, ils ont eu un prix Nobel pour ça. Et de leurs travaux, il ressort que notre cerveau fonctionne de deux manières différentes. Une manière qui est plus intuitive, réflexe et rapide, et une manière qui est plus lente, coordonnée et analytique. Et je trouve que les travaux de laminaire ou pas trouvent de la résonance avec ces travaux-là, mais c'est une opinion qui est très personnelle. Hein. Enfin, vous devez savoir que la WAIS est rééquilibrée en fonction de l'âge et que les tranches d'âge sont celles-ci. En gros, on est sur des tranches de 5 ans, de 5 ans en 5 ans. Et ce rééquilibrage en fonction de l'âge, il est intéressant parce que finalement, il y a des chercheurs qui disent que, en gros, le score de QI aujourd'hui reflète votre position ou votre score dans votre tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il faut le voir non pas comme des capacités, mais plutôt comme globalement un classement. Je dois vous parler également de l'effet Flynn. Flynn, c'est un chercheur néo-zélandais. Il a fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Il a repris tout un tas d'études qui ont été faites pendant des années. Et à partir de toutes ces études, il a constaté un effet qui est que jusqu'aux années 80, les gens, la population a vu son quotient intellectuel se développer. Et grosso modo, les points de QI sont de 3 points. Le développement, l'accroissement des QI est de 3 points par décennie. Donc c'est important, hein, tous les 10 ans, on gagne 3 points de QI, et c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. Il y a une étude en 2004 par des chercheurs norvégiens qui a démontré que l'effet Flynn s'était arrêté à peu près au milieu des années 90. C'est une étude qui a été discutée, controversée, mais il y a eu d'autres études qui ont démontré la même chose. Donc pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est vrai. Pire que ça, depuis le milieu des années 90, il y a des études qui montrent qu'on régresse de 1 à 2 points, toujours sur les mêmes périodes, et qu'on est sur un anti-effet Flynn. Alors pour ma part, j'ai tendance à penser que effectivement, on se sert de moins en moins de nos capacités de réflexion, de moins en moins d'analyse. Les gens vont regarder TF1 et manger des trucs très, très chimiques et très industriels. Je ne suis pas convaincu que tout ça, ça aide vraiment à se développer. Alors, heureusement, il y a des possibilités de se développer par ailleurs. Mais voilà, je pense qu'il y a un effet TF1 qui n'est peut-être pas neutre. Je dois également vous citer un chercheur qui s'appelle Richard Lynn. Richard Lynn, on en parle souvent parce qu'il fait beaucoup de buzz dans les médias. C'est un gars qui a fait des recherches sur le QI par pays. Toutes ces recherches sont bidons. Il démontre juste, je vais vous montrer après, qu'en gros, les Noirs et les Arabes sont plus idiots que les autres. C'est la science au service de l'idéologie. Voilà, donc je vous invite à être très méfiant par rapport à ça. Donc ouais, je me suis fait plaisir. Hein. La baisse du QI en France, les experts appellent ça l'effet Hanouna. Je n'ai pas résisté au plaisir de partager ce dessin. Aujourd'hui, vous devez savoir que le QI est construit, mais je dis bien construit, hein, pour valoir 100 en moyenne dans chaque pays, et avec un écart type de 15, sauf aux États-Unis où l'écart type est de 24. Donc, il n'y a pas de comparaison internationale possible. Et même pire, c'est que si vous changez de pays, votre QI va changer. Parce que le QI, il est étalonné pour valoir 100 dans chaque pays, par construction.
Alors, c'est arbitraire hein, de le mettre à 100. On aurait pu dire, ben voilà, on va étalonner le score pour faire 1000 dans chaque pays avec un écart type de, j'en sais rien, de 120, pourquoi pas. C'est juste un indicateur qui est construit et qui a été étalonné de manière cohérente, bien sûr, par rapport à la loi normale. Donc, les comparaisons internationales sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles à réaliser. Voilà, par exemple, je vous parlais de Lean. Hein. Lean a fait cette cartographie des pays du monde. Donc, plus vous êtes dans le bleu foncé, plus vous êtes intelligent, plus vous êtes dans le rouge, plus vous êtes stupide. Et on voit bien le mouvement mais avec le regard du scientifique. C'est très simple. Par exemple, je me souviens qu'il y a plein de pays, comme le Vietnam, je me souviens du Vietnam, pour mesurer le QI des Vietnamiens, il a pris un individu. Alors, comment? On ne sait pas, mais vous comprenez bien que ce n'est pas un Vietnamien qui, à lui seul, peut représenter le QI de tout le Vietnam. Et pareil, il y avait plein de pays où il a pris que une ou deux personnes par pays. Ça n'a aucune valeur scientifique. D'ailleurs, Lynn a été renvoyé de l'université d'Ulster, je crois. Je crois qu'il était irlandais. En tout cas, il a été renvoyé de l'université. On lui a retiré sa chaire d'enseignement, son labo de recherche, etc. Mais il continue à faire des publications de cette teneur-là, donc à prendre avec beaucoup de recul. Une autre étude que je trouve intéressante, que j'ai tenu à vous montrer, c'est vous montrer que le QI est très stable dans le temps. Alors évidemment, rappelez-vous, hein, la WAIS corrige les effets de l'âge. Mais quand même, ça c'est une étude écossaise où on a suivi une cohorte, c'est-à-dire une même population, de l'âge de 11 ans à l'âge de 80 ans, avec des mesures de QI tous les ans. Bien, vous voyez que quand on compare le QI à 11 ans avec le QI à 80 ans, globalement, ça suit la droite que j'ai mis en rouge et c'est très, très corrélé. C'est-à-dire que d'un point de vue statistique, le QI est extrêmement stable dans le temps. Donc moi, quand j'entends des médias toujours en quête de sensation dire « Oui, regardez, cet enfant-là, elle a 9 ans, elle a déjà le QI d'Einstein », bah ouais, mais quand elle aura 80 ans, elle aura encore le QI d'Einstein, quoi. Le QI, sauf problème de santé, mais le QI évolue très peu dans le temps. Il est extrêmement stable, mais c'est normal puisqu'on a des corrections liées à l'âge. Alors, toujours pour vous donner une idée des échelles, moi j'aime bien, idéalement, je pense que ça aurait été bien d'ailleurs de mesurer le QI en nombre d'écarts types, parce qu'il n'y a que ça de signifiant. Donc, la moyenne est à 100 dans tous les pays du monde. L'écart type, il est de 15 en France et de 24 aux États-Unis. Pendant un temps, dans des pays d'Europe, on était à 16. Et donc, voilà comment on peut facilement, si vous êtes 2 écarts types au-dessus de la moyenne, eh bien, en France, vous êtes à 130, donc 2 fois 15 au-dessus de 100. Aux États-Unis, vous êtes à 148, c'est le même QI. C'est-à-dire qu'un QI de 148 sur l'échelle américaine, c'est le même qu'un QI de 130 sur l'échelle française. Ça ne change rien, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'échelle de mesure. C'est comme les Américains, ils ont leur système métrique, ils ont leur système de température. Quand il fait 84 degrés aux États-Unis, ce n'est pas 84 degrés Celsius. Donc les comparaisons d'échelles n'ont pas de sens parce que tout ça, c'est clairement étalonné. Par contre, on voit ici que j'ai mis les pourcentages ou une personne sûre, c'est qu'à 2 écarts types au-dessus de la moyenne, on est à peu près à 2,3% de la population. C'est pour ça qu'à Mensa, comme on est sur le top 2%, on est sur des QI à plus de 131. Ça vient de la loi normale et de la distribution de la loi normale. Et on considère que 2 écarts types au-dessus de la moyenne, on est HQI. 3 écarts types au-dessus de la moyenne, on est THQI ou HPI ou THPI, je vais vous en parler après. Donc 3 écarts types au-dessus de la moyenne, en France, ce serait 145. On est considéré comme très haut QI au-dessus de 145 et comme haut QI au-dessus de 130. Attention quand même, et ça c'est une information qui est peut-être plus à faire, à diffuser dans le grand public. Aujourd'hui, des tests de QI sur Internet, on en trouve en pagaille, avec des mentions genre vu à la télé, etc. Et on vous calcule votre QI en répondant à 3 questions.
dont 2 extrêmement faciles, et on vous dit que vous avez un QI de 190. Voilà, il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de choses qui sont du grand n'importe quoi. Si on veut tester le QI, il faut le mesurer avec des tests sérieux, fiables, etc. Il y a également des dérives qui, moi, m'effraient toujours un peu. C'est que certains vont parler d'enfants indigo, d'enfants cristal, et derrière ça, il y a des choses qui sont quand même plutôt malsaines et à éviter. Et on explique aux gens que leur enfant, il n'est pas infernal, c'est juste un enfant élu, indigo, cristal, et voilà. Et après, c'est des manières d'emprisonner les gens dans des mauvais schémas intellectuels, en tout cas. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'approches différentes, et mon point de vue, c'est que pour mesurer le QI, finalement, on tourne autour de quelque chose qu'on définit plus ou moins bien, mais on n'est pas encore sur quelque chose qui m'apparaît vraiment super, enfin abordé de la meilleure manière qui soit, même si les tests de la WAIS ou ce type de tests sont extrêmement fiables. Je ne suis pas convaincu qu'ils soient encore 100% corrects. Mais c'est le temps qui nous le dira, bien sûr. La deuxième partie, c'est la partie que j'ai appelée HQI au quotidien et Mensa, bien sûr. Quand vous découvrez HQI, la première question, une question qu'on se pose assez rapidement, c'est comment s'appeler? Et là, c'est le grand n'importe quoi. Alors, on va trouver des surdoués, des surefficients, des HQI ou THQI, des HPI ou THPI pour haut potentiel intellectuel ou très haut potentiel intellectuel. On va parler de zèbre, on va parler de surdouement, on va parler de surdouessance. Zèbre, ça vient du bouquin de Jeanne Siofachin qui a introduit ce terme qui a été pas mal repris dans la littérature. Pour ma part, mais là aussi c'est quelque chose de discutable, mais c'est mon point de vue, vu que ce qui est mesuré c'est le QI et qu'il peut être mesuré à un stade haut, je trouve que le terme de haut QI est celui qui va le mieux, le terme de HQI. Haut potentiel intellectuel, ça laisse entendre déjà qu'on est dans la pathologie, qu'on a un potentiel mais qu'il n'est pas réalisé, et donc sous-entendu, pour le réaliser, il faut un petit complément. Et donc la différence, c'est un soin ou quelque chose qui me paraît moins sain, en tout cas dans l'approche. On trouve évidemment encore bien d'autres termes. On parle de mutants, on parle d'extraterrestres, ça revient régulièrement. Quand on parle d'enfants, on parle d'enfants intellectuellement précoces, on parle de précoce, on parle de prodige, de génie. Alors les Américains, eux, ont même une échelle pour mettre les différentes échelles de QI dans l'échelle des HQI. Et donc souvent, quand on se découvre HQI, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller acheter des livres pour se documenter. Et là, je remercie Emmanuel Prel parce que toute cette partie-là, c'est à lui. J'ai adoré, même si j'ai un peu modifié, mais c'est son inspiration. Et quand on se découvre HQI, et notamment quand on se découvre HQI à l'âge adulte, les bouquins qu'on trouve, ça ressemble à ça. Ça ressemble à Différences et souffrances de l'adulte surdoué. Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant. Journal intime de ma dépression, ou trop intelligent pour être heureux. C'est-à-dire que si jamais vous étiez de bonne humeur et optimiste avant, dès que vous avez acheté les bouquins, ça y est, vous êtes dans la dépression et la difficulté. C'est d'un pessimisme disproportionné de mon point de vue. Et après, trop intelligent pour être heureux, peut-être qu'on pourrait proposer que le prochain bouquin soit La souffrance inexpugnable du surdoué ou L'infini malheur calamiteux du surefficient, voire même Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être surdoué. Voilà, je pense que ce serait bien que les psychologues arrêtent avec cette façon pathologique de voir le surdoué. Moi, je suis surdoué, je suis heureux de l'être. Ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Il faut arrêter de prendre ça comme… Alors effectivement, tout n'est pas rose, mais je préfère de loin être comme je suis que être normal, au sens de la loi normale. Quand on se découvre HQI et qu'on sonde un peu le public, pour le public, les gens du public ont une vision du surdoué qui est absolument effrayante. C'est qu'en gros,
on est vu comme des gros prétentieux qui se la pètent, des gens qui ont le melon, des gens qui n'en peuvent plus. Et de manière paradoxale, j'ai vu plein de gens surdoués à Mensa qui sont à peu près, qui sont même complètement à l'opposé de tout ça. Ceux qui doutent le plus, ce sont les Mensans. Et je trouve que c'est Ariel Ada qui parle de ça de la manière la plus juste. Et Ariel Ada a dit, on ne peut pas se penser intelligent quand on mesure ses propres faiblesses avec la lucidité aiguë du surdoué qui ne lui permet aucun aveuglement. Et j'aime bien ça, cette vision. On a aussi le syndrome de l'imposteur pour ceux qui sont plus récents dans l'association. Ce sont des gens qui vont arriver à Mensa en disant bon, ok, vous êtes super intelligent, mais moi, j'ai juste eu de la chance. Hein, j'ai mis des croix au hasard dans le questionnaire. Voilà, et c'est ça le syndrome de l'imposteur, et c'est extrêmement fréquent, et encore plus fréquent chez les femmes d'ailleurs. J'en reparlerai le 3 décembre. Voilà. Donc, je pense que dans le grand public, on est vu un peu comme ça. On est vu également comme étant des gens avec des super pouvoirs. Vous avez bien vu tous, hein, tous ici, on a tous des super méga pouvoirs géniaux. Par exemple, on est capable de faire des calculs ahurissants et avec la vitesse de l'éclair et un petit peu d'ésotérisme autour d'ailleurs. Si on vous demande ici à tous combien font 42,14 fois 7617 plus 7861 moins 9617, le tout divisé par 751, vous avez tous trouvé la réponse, on est d'accord. La réponse, c'est 461,17. Oui, alors j'ai mis 461,17 parce que j'avais préparé un petit bout de papier quand même, hein, et heureusement que j'avais ça. Ou alors, vous voyez tous que entre ces deux images, vous êtes capable de voir instantanément le nombre de différences. Bien sûr, il y en a 32, mais j'ai toujours mon petit bout de papier sur lequel j'ai pris mes notes avant. Voilà. Et je pense que la manière dont le HQI est perçu par le grand public est souvent pas mal faussée et c'est peut-être dommage. Pour certains, Mensa, c'est ça. Et pour d'autres, c'est peut-être ça. Voilà. Merci à Emmanuel pour ces diapos. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis permis de les reprendre. Et souvent, donc si je continue, quand on est vu par les parents ont tendance à dire ben voilà, mon fils a des grosses difficultés à l'école, il travaille pas, il n'est pas bien. Finalement, est-ce qu'il serait pas HQI? Partant du principe que tous les génies sont incompris et que comme personne ne me comprend ou ne le comprend, c'est donc un génie. Souvent, malheureusement, les enfants sont juste fainéants et c'est très difficile de faire passer le message à des parents. Et quoi qu'il en soit, plutôt que de partir dans du n'importe quoi, je pense que lorsqu'on a une suspicion de HQI, la première chose, ou si vous êtes sollicité par rapport à ça, la première chose, c'est de faire tester et de faire évaluer sérieusement l'enfant. Il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre. Même si nous, intuitivement, des fois, on va se dire, tiens, effectivement, il y a des caractéristiques, il a l'air de correspondre à, mais tant que ça n'a pas été testé, évalué, il faut être prudent. Vu par la science s'est penchée sur le HQisme et on a remarqué que les personnes avec un QI élevé avaient plus de cellules gliales. On a longtemps cru que c'était de la matière grise, en fait pas du tout. C'est pas la matière grise, même si l'expression est restée. Ce sont des cellules gliales qui sont particulières. Les personnes HQI ont également plus de connexions entre les neurones et un cortex préfrontal plus développé. Et le cortex préfrontal, c'est la zone du langage, du raisonnement analytique et de la mémoire de travail. Donc on voit quand même qu'on est là-dedans. Et sur les zones du cerveau également, la zone des émotions et des sentiments est surdéveloppée. D'un point de vue neurosciences, il y a quelque chose qui est vraiment, enfin, de mon point de vue, très intéressant, c'est que on a mesuré la vitesse à laquelle circulait l'information dans le cerveau humain. Et chez un surdoué, en général ou en moyenne, la vitesse est augmentée de 0,05 mètres par seconde par point de QI supplémentaire. Donc l'information fait 5 cm par seconde plus vite par point de QI. Donc vous imaginez par rapport à la taille du cerveau, si vous avez 10 points de QI, 10 points de QI c'est 50 cm.
Et donc, on peut considérer que quelqu'un qui aura un QI de 130 ou 140 va réfléchir 2 fois plus vite. En tout cas, pardon, l'information va aller 2 fois plus vite dans son cerveau que pour quelqu'un d'autre. Et ça a été mesuré. Pour aborder également, toujours dans ce panorama, le côté héréditaire, qui est une question qui revient souvent, la réponse, elle est vraiment très, très complexe. C'est que je vous ai retrouvé ce schéma-là que je trouve bien fait. C'est que, incontestablement, il y a des facteurs héréditaires qui vont influer sur le quotient intellectuel. Et ils ont été clairement identifiés. C'est que, ici, vous avez tout un tas de facteurs génétiques. Ces facteurs-là vont jouer sur des propriétés cérébrales. Et ces propriétés cérébrales vont activer des fonctions cognitives qui sont elles-mêmes mesurées par des tests. Et c'est des combinaisons de tests qui permettent de calculer le quotient intellectuel. Donc, on a un lien direct entre la génétique et l'hérédité et l'intelligence. Mais ça, c'est une vision simpliste. C'est qu'on a aussi tout un tas de personnes qui sont intelligentes sans aucun facteur héréditaire. Donc, c'est une condition fréquente, mais pas nécessaire, pas forcément suffisante. Sur les caractéristiques du HQI, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, mais très rapidement, tout d'abord, il y a un mode de fonctionnement qui est différent avec une prédominance de l'hémisphère droit. Donc ça, c'est une diapo que j'ai repris, j'ai cité ma source. J'ai trouvé que cette illustration était pas mal, c'est que face à un problème, on va imaginer facilement 1 ou 2 ou 3 outils, et pour chaque outil, ou avec chaque outil, on va envisager 1, 2 ou 3 solutions. On est comme ça sur quelque chose qui se démultiplie vite. Et face à un problème même nouveau, ou surtout nouveau, on va vite être capable d'apporter des solutions différentes, là où des gens auront des raisonnements beaucoup plus simples et beaucoup plus limités en nombre. On a également fréquemment une hypersensibilité à fleur de peau, qui est souvent à l'origine du sentiment de rejet, avec des personnes qui se sentent fragiles, qui se sentent incomprises et qui ont tendance, quand ce sont des enfants en particulier, à se mettre eux-mêmes à l'écart. J'ai bien aimé cette citation de Flaubert que j'ai mise ici. C'est « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ». Et l'hypersensibilité, c'est ça. Et amène ça, des gens hypersensibles, il y en a beaucoup, quoi. D'ailleurs, c'est souvent l'origine de conflits et de coups de griffe entre les gens. Moins connu, l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir tous les sens ou quelques sens extrêmement développés. Et souvent, d'ailleurs, les HQI sont gênés par le bruit, l'audition, sont gênés par les odeurs, sont gênés par, ou alors vont être admiratifs devant un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil, là où les gens vont pas s'en préoccuper, ils vont pas faire attention. Fréquemment, dès qu'un restaurant, par exemple, est bruyant, eh bien, faut savoir qu'on a un mode d'audition qui est différent. Par exemple, si vous avez un bruit répétitif dans une pièce, par exemple le tic-tac d'un réveil, eh bien, la plupart des gens finissent par ne plus l'entendre parce que leur cerveau gomme le tic-tac de leur audition. Et les gens ne l'entendent plus réellement. Nous aussi. Ce qui fait que quand vous êtes au restaurant, eh bien, vous entendez les conversations à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et tout ça, vous les entendez clairement, ça vient se mélanger dans votre tête et ça crée des problèmes parce que c'est évidemment infiniment désagréable. Ça, c'est lié à l'hyperesthésie. On est également avec une très faible physionomie ou de la pronopagnosie, c'est qu'on a une grande difficulté à reconnaître les visages. Là-dessus, je peux vous raconter un nombre d'anecdotes incroyables. Je me suis mis dans des situations terribles avec plein de gens qui viennent me dire bonjour, prendre de mes nouvelles, qui m'appellent par mon prénom, etc. Et je les salue, je leur dis au revoir et je ne sais pas qui c'est et je suis malheureux, quoi. J'arrive pas à replacer les gens et ça, c'est lié également aux caractéristiques fréquentes chez les HQI. Globalement, dans les points forts, le HQI et l'enfant HQI en particulier sont des gens qui sont curieux, enthousiastes, qui vont traiter rapidement l'information, qui vont rechercher facilement à être autonomes, qui vont faire preuve d'une empathie importante, même si là-dessus je suis un peu plus circonspect,
qui seront hypersensibles, créatifs, qui ont un sens de l'humour très particulier et un sens de la justice, surtout pour les enfants, qui est exacerbé. Ils ne supportent pas l'injustice. Alors vous allez me dire, tous les enfants, mais non, l'enfant HQI et même l'adulte HQI, pour lui, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. J'ai pris ici cette liste, mais je ne vais pas vous la détailler parce qu'elle est trop longue, mais vous la verrez dans le support et vous pourrez la relire tranquillement. C'est sur un site belge que j'ai trouvé pas mal fait. Et souvent, la phrase qui est en haut, c'est une phrase que disent souvent les HQI. Ils disent « Je me suis toujours senti différent, en décalage ». Et donc, on retrouve des gens hypersensibles, extrêmement susceptibles, avec les sens exacerbés, très curieux, très imaginatifs, capables d'observer des détails de manière extrêmement fine. Là où personne ne verra le truc, eux, ils vont voir le petit détail qui est très particulier. Enfants, ils recherchent souvent la compagnie des plus vieux. Ils sont capables de suivre plusieurs conversations en parallèle. Ils sont capables souvent d'ailleurs de faire plusieurs choses en même temps. Et voilà, je vous laisserai lire tout ça, mais moi j'aime bien le grand sens de l'humour et d'un humour très particulier. C'est que souvent, quand je discute avec mes amis de Mensa, eh bien on va blaguer sur un truc et la même blague, si je la fais en dehors de Mensa, ne fait rire personne, quoi. C'est vraiment un sens de l'humour très, 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 très spécial. Mais ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et pour reprendre le bas de la liste, eh ben, on a souvent des gens qui aiment faire des puzzles, qui sont bons en chiffres et qui sont fréquemment perfectionnistes, qui vont aller au bout des choses, qui veulent que tout soit nickel, avec une contrepartie, c'est que ben, souvent les gens vont hésiter et on va avoir du mal à faire des choix parce que tant que c'est pas parfait, ils vont être titillés par ce souci de perfection. Et globalement, les HQI dans la société ont un grand sentiment de solitude et souvent un grand manque d'estime d'eux-mêmes. Les HQI, par construction, par définition, sont 2% de la population. C'est le seuil qui est retenu. C'est le seuil de Mensa. Il y a des associations qui sont sur des seuils plus élevés. Il y a toutes sortes d'associations. Mais on considère qu'une personne est HQI dès lors qu'elle est dans le top 2% de la population. Alors, on aurait pu développer encore d'autres aspects et c'est là où on va manquer de temps, mais l'enfant HQI est particulier. Le HQI au féminin, je vais en parler un petit peu mercredi et c'est un vrai sujet que je trouve passionnant. J'avais envie de parler également du syndrome d'Asperger, mais je ne vais pas le faire, mais ce sont des pistes peut-être pour d'autres conférences. Valérie, c'est un petit clin d'œil pour toi. Voilà, pour terminer cette conférence, je veux vous présenter les résultats d'une étude que j'ai faite il y a pas mal d'années, je crois, il y a 5-6 ans facilement. Ça vient d'un groupe de psychologues et de psychiatres que j'ai rencontré dans le cadre d'un Intelligence Day à Nantes, si ma mémoire est bonne. Et, et je rencontre des psychiatres qui me disent, voilà Didier, on est embêté parce que on a fait un questionnaire sur des populations HQI, mais on aimerait bien que quelqu'un puisse interpréter les chiffres. Et je lui ai répondu à cette personne, je lui ai dit, écoute, ça tombe bien parce que moi, j'adore interpréter les chiffres. Par contre, je manque cruellement de données. Et donc, j'ai commencé à analyser cette population. Alors, je vais être très, très prudent parce que on est sur une population biaisée. On est sur une population qui a consulté un psychologue ou un psychiatre pour des problèmes divers. Et il s'est avéré que ces gens-là étaient HQI, tous testés, mesurés, scorés. D'accord? Donc, il y a des biais, ce qu'on appelle des biais de recrutement, c'est que ces gens-là ne représentent pas la population des HQI, mais pouvoir les observer, je trouve que c'est intéressant. Alors, mon étude porte sur 443 personnes, donc on est vraiment significatif, avec des gens qui ont un QI qui est compris entre 120 et 160, donc on est plutôt sur une population de haut potentiel. Il y a quelques personnes qui étaient à 120, 125, mais globalement, on est à une moyenne de 137, donc vous voyez qu'on est sur une population HQI en plein cœur de cible. Le premier truc que j'ai trouvé surprenant,
c'est la proportion de femmes. 71% de femmes contre 28% d'hommes. On sait aujourd'hui de façon certaine que le cerveau n'a pas de sexe. Donc, il y a autant de femmes intelligentes et avec la même intelligence que les hommes. Ça a été démontré clairement. Et pourtant, dans la population qui va consulter un psychologue ou un psychiatre, on a une forte proportion de femmes. Alors, comment interpréter ça? Moi, j'ai plusieurs idées. D'abord, je pense que les femmes sont plus à l'aise avec le fait d'aller voir un psychologue. Elles ont peut-être moins de tabous que les hommes. Mais aussi, je crois que être intelligente au féminin, c'est peut-être pas forcément simple à assumer, quoi. J'imagine une femme qui rentre de sa consultation chez le psy et qui dit à son mari: coucou chérie, ça y est, j'ai trouvé l'explication de mes problèmes. Voilà, je suis beaucoup plus intelligente que tout le monde, y compris que toi. Notre société n'est pas forcément à l'aise pour accepter ce genre de propos, et je pense que ça peut mettre des femmes en difficulté. En tout cas, 71% de femmes, c'est pas normal. Quand j'ai parlé de ce chiffre-là, les psychologues avec qui j'ai travaillé m'ont dit: oui, mais c'est une question de génération. C'est que effectivement, pour une femme plus âgée, c'est peut-être plus dur, mais les jeunes s'en foutent. Eh bien, j'ai remarqué que ce taux était stable dans toutes les tranches d'âge, hein. Alors, ce n'est pas forcément hyper significatif, mais vous voyez que le taux de 71%, il marche chez les moins de 20 ans, chez les 30-39 ans. Enfin, donc, ce n'est pas lié à l'âge. C'est vraiment lié au sexe. Et le fait d'être une femme interpelle l'intelligence. Globalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça a été démontré, mais là, on l'observe. Il n'y a pas d'écart de QI entre les hommes et les femmes. On a une distribution qui est légèrement différente, mais qui n'est pas significative d'un point de vue statistique. Et pour vous montrer un petit graphique, j'ai fait des petites tranches comme ça d'âge, de score. J'ai mis les hommes en bleu, les femmes en rouge, bien sûr, soyons sexistes. Et vous voyez que les répartitions sont sensiblement les mêmes, même si ici j'ai un petit peu plus d'hommes, c'est pas statistiquement significatif. Donc il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes. En matière d'âge, on est sur quelque chose d'assez classique, c'est que on est sur toute tranche d'âge, il n'y a pas des tranches surreprésentées. Par exemple, ce n'est pas un problème qui va concerner plutôt les vieux ou les jeunes, ou on est sur une échelle tout ce qu'il y a de plus classique. Je vous disais tout à l'heure, le QI n'est pas lié à l'âge, et là on le voit de manière très nette. S'il y avait un lien entre l'âge qui est en abscisse et le QI qui est en ordonnée, eh bien, on verrait les points s'agglutiner autour d'une droite ou faire une construction quelconque. Ici, on voit bien qu'on a un nuage de points qui est complètement disparate, avec un coefficient de corrélation de 0,0076, donc quasiment zéro. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre le QI et l'âge. Sur la situation matrimoniale, c'est amusant, c'est que la moitié des personnes sont célibataires, l'autre moitié vit en couple. J'ai mis en couple toute situation, concubinage, mariage, etc. Et on est sur moitié-moitié, donc c'est significativement plus important que la population normale. Sur le nombre d'enfants, c'est assez amusant également. Il y a des choses qui sont curieuses, c'est que j'ai fait la comparaison entre le pourcentage dans la population et au niveau national. Et ce que j'ai observé, c'est notamment ce qui figure en bas, c'est que quand les gens sont très intelligents, ils font soit 0 enfant, soit 4 enfants. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de très binaire. Soit ils font pas du tout d'enfants, soit ils en font énormément, mais rarement 2 enfants comme on le voit dans la population française classique. En tout cas, c'est beaucoup moins fréquent que dans la population. Sur l'âge auquel on passe le test, là aussi, j'ai trouvé des petites choses amusantes. Donc, vous avez en bas l'âge et en ordonnée le nombre de personnes. Et vous voyez, il y a des pics ici que j'ai pointés par mes flèches. Et ces pics correspondent à des chiffres ronds. C'est 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et je me demande si, là aussi, c'est une question sans réponse, c'est une simple observation, si quand on change de décennie, finalement, on ne se pose pas des questions sur qui on est,
où on va, etc. Et que en cette occasion, ça peut en amener certains à passer des tests de QI. En tout cas, j'ai trouvé amusant d'avoir ces petits pics ici qui correspondent pile à des périodes de la vie significatives, les 30 ans, 40 ans et 50 ans. Pour les enfants, là, les choses sont assez simples, c'est que ce qui pousse des parents à tester leur enfant, c'est la suspicion d'un QI surdéveloppé. Et ça marche bien. C'est que globalement, lorsque un enfant est détecté par l'école, la détection est très souvent positive et très souvent avérée. Donc c'est intéressant, ça veut dire que l'école aujourd'hui joue cette alerte, ce rôle d'alerte. Ça n'a pas été vrai pendant très très longtemps et je trouve ça plutôt extrêmement positif que des enfants soient détectés grâce à ça. Par contre, c'est limité parce que ce sont vraiment les enfants les plus brillants, ceux qui ressortent. Ça peut amener à se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas mieux sensibiliser les profs et les enseignants à détecter les enfants intelligents? C'est que la principale motivation pour faire un test de QI, c'est lorsqu'on envisage de faire sauter une classe à un enfant. Chez l'adulte, la motivation n'a rien à voir. Malheureusement, chez l'adulte, le 67%, donc dans les 2 tiers des cas, ce qui pousse un adulte à faire un test, c'est simplement la curiosité ou valider une hypothèse intuitive. C'est quelqu'un qui un jour se dit « je sens que je fonctionne un peu différemment, je suis curieux de tester, je sens que ça ne fonctionne pas trop mal là-haut » et les gens vont tester leur quotient intellectuel et les 2 tiers des gens testés à l'âge adulte, c'est dans ce cadre-là. Lorsque le test s'avère positif, les réactions sont assez étonnantes. C'est que 70% des gens se disent soulagés. 70% des gens sont soulagés et souvent, c'est quelque chose que j'ai lu moi dans les commentaires. La remarque qui revenait le plus souvent, c'était « ouf, je ne suis pas fou ». C'est-à-dire qu'il y a une telle détresse que les gens finalement se disent « ouf, je ne suis pas fou, je suis juste intelligent ». Donc c'est vraiment très satisfaisant. Par contre, 54% des gens sont déstabilisés par ce résultat, surtout lorsque le test a lieu à un âge tardif. On a eu à Mensa des gens arrivés extrêmement tard et qui sont complètement là-dedans, hein, qui sont complètement dans le soulagement et qui ont passé toute leur vie à se sentir différents sans comprendre pourquoi. Et sur le tard, se découvrir HQI, c'est quand même plutôt intéressant. Quelques-uns ont été déçus par le résultat et notamment par le score. Il y a 10% de gens qui ont été déçus. Mais vous voyez, ce qui est intéressant à voir, c'est que les 10% des gens les plus déçus sont ceux qui ont eu les scores les plus bas, autour de 130, alors que les autres étaient à 138. Donc peut-être que la déception vient simplement du score et des gens qui sont au seuil du HQisme, si je peux me dire comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont à 125, 127 et qui peut-être s'estimaient être 10 points de plus. Sur la perception après le test, c'est vachement intéressant parce qu'on est sur des courbes qui évoluent de manière étonnante. On part toujours, dans les 2 premières années, une fois qu'on a été testé, avec un sentiment extrêmement positif. Et le sentiment négatif que j'ai mis en vert ici est très bas. Et les 2 courbes vont s'inverser. C'est que le positif va aller de plus en plus bas, le négatif va remonter et le neutre va augmenter aussi. C'est-à-dire que quand on se découvre HQI, grosso modo, on a tendance à dire « ouais, c'est génial, c'est super, tant mieux, je ne suis pas fou ». C'est extrêmement positif. Puis après, on se renseigne, on se documente, et puis on se dit « oui, mais quand même, oui, donc ça pose quand même d'autres problèmes, je suis différent, je suis hypersensible, j'ai ci, j'ai ça ». Et là, du coup, on en ressent tous les effets négatifs. Et ce qui arrive avec du recul, c'est que finalement, le sentiment qui prédomine, c'est un sentiment neutre. C'est qu'après avoir vécu une période un peu d'euphorie dans la foulée du test, puis de déception et d'aspect négatif, on finit par passer par une phase un peu neutre. Et ce mouvement-là, on l'observe fréquemment. La perception dépend également de l'âge auquel on passe le test. Et le sentiment positif augmente avec l'âge. Si vous êtes détecté à 60 ans, vous trouvez que c'est extrêmement positif. À 40 ans,
À 30 ans, c'est positif. À 25 ans, c'est positif. Mais chez les plus jeunes, notamment les moins de 25 ans et moins de 18 ans en particulier, le sentiment n'est pas positif. Et il y a une raison à ça, c'est que souvent, les parents vont surréagir à l'annonce du score de QI et vont mettre les gamins sous pression en disant, bon, tu es intelligent, donc maintenant on sait que tu es capable, donc tu as intérêt à bosser. Et les gamins sont mis sous une forte pression et du coup, pour eux, être HQI devient quelque chose de plutôt négatif. Sur la marche, la parole, la propreté, là aussi, il y a des choses que je trouve très amusantes. Par exemple, sur la marche, eh bien, on a une proportion intéressante de gens qui marchent tardivement et ce sont des gens qui ont un QI plus élevé que les autres. Vous voyez, après 15 mois, on marche en général vers l'âge de 1 an, donc 12 mois. Et donc, encore une fois, on est dans les deux extrêmes, c'est que souvent, on marche avant 11 mois, donc en avance, ou après 15 mois, et finalement, on est relativement peu dans la norme, on est souvent au-dessus ou très au-dessus, et en dessous ou très en dessous. Ça va être pareil avec la propreté, ça va être pareil avec la parole, même si la parole, c'est moins marqué, puisque 52% des enfants HQI parlent de manière précoce. Donc, il y a un lien quand même entre le développement du langage et le développement intellectuel. Chez les prématurés, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le taux de prématurés est de 1 à 2%, et chez l'HQI, on a 9,5% de prématurés. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Alors, attention, je prends beaucoup de précautions. Mon échelle est biaisée puisque vous voyez qu'elle démarre à 130. Donc là, je fais vraiment un zoom sur le phénomène. Mais grosso modo, on a demandé à la population que j'ai étudiée s'ils avaient été séparés pendant des périodes de plus de 15 jours avec leur mère pour des raisons quelconques. Donc souvent, c'est des séjours à l'hôpital, des séjours chez les grands-parents, etc. Et ce qui est amusant, c'est que plus le nombre de séparations avec la mère est important, plus le QI diminue de quelques points. Et alors, ce n'est pas significatif en soi. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le sondage. Et grosso modo, tout ce qui est négatif, eh bien, on se rend compte qu'on a l'impression, en tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais, mais qui n'est pas vérifiée, on a l'impression que tout ce qui est négatif, ça fait perdre des points de QI parce que systématiquement, ça va dans le même sens. Alors, ce n'est pas un ou deux événements comme là, le nombre de jours de séparation avec la mère, ce n'est pas un événement comme ça qui va jouer, mais quand on cumule tout ça, ça m'amène à dire que effectivement, le QI, il y a peut-être un capital de départ, et après, peut-être que la manière l'environnement dans lequel on progresse, l'affection, l'amour qu'on reçoit et l'attention, le développement, etc., va jouer également comme deuxième facteur. Sur les allergies, je me suis fait plaisir. Voilà, alors là, on est les champions. On est allergique à peu près tout. Par exemple, allergie alimentaire, 16% des personnes sont allergiques, font une allergie alimentaire. Dans la population normale, c'est 1 à 2%. Donc, on est 10 fois plus grand que les gens. Allergie cutanée, on en fait 2 fois plus que les gens. Il y a 31% de la population qui fait des allergies cutanées. Sur les allergies aux médicaments, pareil, on a 20% des gens qui font ou ont fait une allergie ou une réaction disproportionnée à des médicaments. Ce sont des proportions qui sont énormes. C'est qu'on surréagit à tout, y compris au stress, y compris aux médicaments, y compris à des aliments. Il y a des théories qui tentent d'expliquer ça. Je n'ai pas encore d'opinion là-dessus, mais en tout cas, les faits sont observés, sont ceux-là. Et sur les allergies, allergies respiratoires, c'est pareil. 8% dans la population normale, 21% dans la population HQI. Sur le nombre d'allergies, on a des cumulars. C'est qu'on a des gens qui vont jusqu'à cumuler 1, 2, 3, 4, 5 allergies. Donc ça, c'est assez extraordinaire. On a des gens qui prennent cher, quoi. Je veux dire, on a 18% des HQI qui ont 2 allergies. Voilà. Sur la latéralité, un petit truc que je trouve amusant, c'est que 30% des HQI ont une latéralité mal établie. Donc la proportion de droitier-gaucher est la même. Il n'y a pas d'écart vraiment énorme.
Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien s'ils sont droitiers ou gauchers, voire même qui peuvent être les deux en même temps, et qui ont des difficultés à se déterminer par rapport à ça. C'est un peu plus marqué, vous voyez, il y a les scores hommes-femmes, il y a un peu plus de gauchers chez les hommes. Sur les difficultés psychomotrices, c'est pareil. Plus le QI est élevé, moins on en a, mais ça reste sujet à caution. D'un point de vue graphique, je vous laisserai lire attentivement ce graphique, parce que l'étude complète, je pourrais vous la donner d'ailleurs, mais on voit qu'il y a beaucoup de sujets connexes, souvent pris en charge d'ailleurs, en particulier chez l'enfant, sur les troubles de l'attention, l'hyperactivité, la dyspraxie, la motricité fine, etc. Je vais vous parler de votre sommeil. On va se faire plaisir. D'ailleurs, il y a un groupe qui est dédié à ça. Chez les enfants, la terreur nocturne touche 2% de la population. Chez les HQI, on est à 13%. Mais attention, ici, je le redis, j'ai un biais de recrutement. C'est que la population que j'ai étudiée, c'est une population qui consulte des psys. Donc, qui au départ a peut-être un terrain ou des difficultés ou une dépression ou des événements comme ça qui viennent. Mais quand même, quand on regarde ça, les chiffres sont tellement énormes que ça, pour moi, ça ne peut pas être que ça et ça ne peut pas être le hasard. 5% de la population fait des cauchemars, 45% des HQI font des cauchemars. Sur le sommeil, 52% des HQI ont des problèmes d'insomnie à l'endormissement, alors que dans la population normale, c'est 20%. Vous voyez que les écarts sont monstrueux, quoi. Un tiers des HQI a également un sommeil haché. Au total, 62% des HQI présentent des troubles du sommeil et c'est à peu près 2 fois plus important que dans la population normale, quoi. Sur l'anxiété, c'est pareil. Beaucoup de personnes ont des angoisses, beaucoup de personnes HQI ont des angoisses et les angoisses avant l'âge de 20 ans et après l'âge de 20 ans évoluent de manière un petit peu différente. Quand on est jeune, l'angoisse principale, elle est liée, les grands facteurs, hein, c'est la performance scolaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on dit aux enfants, écoute, maintenant tu dois réussir parce que tu es intelligent, et les enfants, on les met sous pression par rapport à ça. La relation avec les pairs et l'angoisse liée à des situations nouvelles. Voilà, alors en conclusion, c'est difficile de faire une conclusion par rapport à ça et ce qui ressort d'après moi, c'est que c'est complexe. Et un simple score de QI n'est qu'un indicateur à prendre comme un indicateur simple, mais pas forcément suffisant pour montrer toute l'étendue et vraiment toutes les possibilités autour du HQI. Par contre, c'est un bon indicateur qui est robuste, qui marche bien, mais il faut le prendre avec du recul, c'est-à-dire que c'est un indicateur intéressant, mais pas forcément l'indicateur miracle qui va mesurer tout et comme on le souhaite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et le support est disponible. Ça, c'est mon adresse publique de conférence, mais vous pouvez reprendre mon adresse perso dans l'annuaire de Mensa. Voilà, merci à vous. Eh ben, merci beaucoup Didier, merci à toi surtout. Donc, je crois qu'on est tous enchantés et on peut tous manifester notre satisfaction en mettant la petite icône que l'on obtient dans réaction. Donc, oui, merci. C'est gentil. Donc, je pense que tu vas avoir un visuel un petit peu des réactions générales qui ne peuvent être, à mon avis, qu'enthousiastes. Ce que je propose donc maintenant, c'est de donner la parole à ceux qui voudraient poser des questions. J'ai juste un petit souci technique parce que quand on avait fait le test avec Damien, on avait une icône de main pour se lever qui n'apparaît plus maintenant dans le participant. Donc on va faire ça
On va dire de manière empirique. Donc, à la limite, qui veut se manifester en premier? On va essayer de… Si, il y a quelqu'un, il y a Ulrike qui a levé Ah, la main. Ulrike. Ah, ben alors Ulrike, on voit ta main, effectivement. Donc, elle apparaît pas. Ce qui serait bien, c'est de savoir où c'est que tu as attrapé la main. Ulrike, vas-y, Eh bien, quand ouvre tu ton… es sur participants, Ben, je ne l'ai plus, je ne l'ai pas. C'est ça le truc. C'est Là, que elle est là. je ne l'ai pas. Si, elle est là. Non, non, mais Viviane, je sais, normalement je l'ai, mais là je ne l'ai pas, c'est pour ça. Ah Donc, oui. si vous l'avez, tant mieux, c'est parfait. Donc, Ulrike, tu avais levé la main. Je t'invite à ouvrir ton micro et à poser ta question. Pardon, c'était juste pour montrer que Ah. la possibilité était là. Ok, ben, merci beaucoup. Bon, ben, je suis contente que vous l'ayez. Vincent, vas-y. Oui, bonjour. Je me souviens que vous vous êtes présenté en tant que président de Mensa Flandre. Et ancien. J'ai arrêté il y a 1 an et demi. Et je ne me souviens pas de la suite de votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler professionnellement ce que vous faites et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça? Ma deuxième question, si je peux me permettre d'en mettre une deuxième, c'est est-ce que vous allez publier ces résultats ou est-ce que vous avez publié ces résultats dans une revue scientifique spécialisée de recherche? Non. Alors, de formation, j'ai plusieurs casquettes et grosso modo, je suis dans tout ce qu'on appelle la data science, l'analyse de données, etc., par des méthodes d'IA, hein, côté intelligence artificielle. Mais je suis à l'aise avec les stats, avec les maths, même si je ne suis pas mathématicien et si je ne suis pas statisticien. Mais j'arrive à faire des analyses avec le moins de biais possible, même si c'est compliqué. Je voulais publier au départ avec les psychologues les résultats de cette étude. Et finalement, les psychologues n'ont pas joué le jeu, c'est qu'elles étaient débordées. Et on a fait je voulais faire du ping-pong avec elles et leur envoyer mes résultats pour qu'elles commentent avec leur regard. Et elles ne m'ont jamais fait les retours. Par contre, mon étude, elle est faite. Moi, je la trouve intéressante parce qu'on voit les problèmes d'allergie, les problèmes de réaction, de sommeil, etc. Et c'est tellement énorme que ça peut, de mon point de vue, ça peut pas être que le hasard, ça peut pas être ça. Donc, sur le plan professionnel, j'ai plusieurs casquettes, mais en gros, j'ai une casquette où je travaille à la Sécu et une casquette où je suis prof d'intelligence artificielle et je vais dire de sciences en général. C'est plutôt cette casquette-là que j'aime bien. J'ai également fait de la recherche en informatique, en intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je suis à l'aise pour lire les papiers scientifiques, les démarches scientifiques et tous ces trucs-là. Et cette étude-là, j'ai le regret de pas être allé au bout de ce truc-là. C'est dommage. Peut-être que Mensa pourrait d'ailleurs impulser, mais sur une base de volontaires, et qu'on puisse approfondir la connaissance du MEN100 et du HQI. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vincent? Absolument, merci. Bah, écoute, merci Vincent. Donc, je rappelle juste, j'ai vu que Vincent, vous voyez Didier certainement parce qu'ils ne se connaissent pas, mais à Mensa, on peut se tutoyer sans problème et Didier l'acceptera très très bien. Merci pour ta question. Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai vu que Viviane également avait levé la main. Viviane, ta question? Alors, vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. Okay. Laminaire et complexe. Oui. Attends. Quand tu as présenté ton analyse, enfin les données, il y avait certaines choses qui m'ont fait me souvenir d'une petite vidéo d'un psychiatre qui s'appelle François Louboff et qui parle entre autres de maltraitance. Et il présente plusieurs théories du développement de l'enfant, etc. Blabla. Et la mention est faite d'un impact, grosso modo, de l'environnement. Ouais. Voilà. Donc, question, les complexes, quid de leur environnement, voilà. Mais c'est vaste, hein. Je n'attends pas une réponse unique. J'ai pas la réponse. En tout cas, la question mérite d'être posée. Voilà. Oui, clairement, c'est une bonne question et merci. J'ai pas la réponse. Non, mais j'ai pas la réponse, mais c'est une vraie question. Avec la notion génétique aussi, bien sûr. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, on ne l'a pas simplement la réponse. C'est que
Celui qui est avec un QI hétérogène, mesuré, machin, en réussite, ok, ça va, la personne va avancer, va évoluer dans un environnement favorable, ça va être génial. Celui qui est, même dans un environnement favorable avec un QI hétérogène, il est quoi? Moi, on m'a présenté une petite un jour quand j'étais sur FLA. Elle était vraiment à 85 d'un côté et à 145 de l'autre. Elle est quoi, cette petite-là? C'est En pas simple. Hein. l'état, sans aucune donnée de son environnement familial, on ne peut pas se prononcer. On peut juste poser des questions et suggérer que ça poursuive plus loin l'investigation. Pas forcément du côté QI, mais du côté environnemental. Ouais, malheureusement, cette gamine-là, moi je me souviens parce que c'est une petite que j'ai prise en affection et la psychologue qui la suivait, c'était justement Cogitos le groupe de Siofakshin. Et la psychologue lui a donné ses scores et lui a dit, bah, écoute, voilà, on ne peut pas interpréter, rentre chez toi. Hop, elle a laissé la petite encore une bonne, chouette, encore une bonne. et la petite est rentrée en pleurant en disant, bah, je ne sais même plus ce que je suis. Voilà. Alors, est-ce que je peux poser une autre question? Alors, vas-y. Je vais être très brève, je vais essayer de faire un super résumé. Quand on s'approche du fonctionnement neurologique des HQI, on se rend compte qu'il peut y avoir des zones cérébrales qui fonctionnent en même temps, à la différence des soi-disant normotypiques. Okay. Donc, ensuite, alors ma question, si tu veux, pour aller très très vite, c'est il y a quand même beaucoup de HQI qui sont étiquetés psychiatriquement et pas forcément à raison. Donc voilà, juste interroger, peut-être qu'il y a une formation, peut-être qu'il y a un travail, quelque chose à faire, de sensibilisation, dire à une certaine catégorie socio-professionnelle qu'il y a autre chose que les cases préétablies qui existent. C'est clair. Parce que ça, je veux dire, en plus, c'est un coût humain et c'est un coût financier avec des traitements schizophrènes, borderline, bipolarité, voilà. Ouais, eh ben, écoute, je vais abonder dans ton sens. C'est une partie que j'ai développée un peu à un moment donné. C'est que les psychologues, psychiatres, tendent à voir le HQI comme étant différent et donc à problème, et donc à rentrer dans la psychothérapie, la psychanalyse, la psy, ce que tu veux, voire avec des médications. Or, il suffit de lire les bouquins que j'ai montrés. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que en gros, on vous annonce, voilà, tu es super intelligent, donc tu as des problèmes. Non, tu peux être super intelligent ou d'une intelligence développée. Donc, ferme ta gueule, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas à te plaindre. C'est ça. Et en fait, la vérité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est oui, on a des problèmes. Je préfère à la limite dire qu'on a des spécificités qui sont établies. C'est où ça devrait être un avantage pour la société. C'est pas bien reconnu et c'est pas bien connu tout court. C'est que si vous faites l'expérience de parler du HQI dans votre entourage, alors ceux qui vous aiment, ok, il n'y a pas de sujet, mais quand c'est dans un cadre professionnel ou des choses comme ça, les réflexions négatives tombent vite. C'est que moi j'ai déjà entendu des trucs genre c'est bien la peine d'être si intelligent et puis de faire cette erreur-là. Oui, comme si être super intelligent, c'était je suis Superman infaillible, je fais zéro erreur. Et de manière encore plus dramatique de mon point de vue, même à Mensa, il y a des HQI qui vont reproduire finalement vis-à-vis des THQI ce qu'eux subissent en tant que HQI. Et ils vont faire des réflexions sur les THQI qui sont du même niveau que ce qu'eux-mêmes subissent. Je trouve ça même presque plus choquant qu'une personne normale. Donc, oui, tu as raison, on pourrait attendre un minimum d'empathie. Oui. On a le droit de rêver, donc on peut garder le conditionnel. On pourrait. Après, il y a la réalité et puis les facteurs humains, quoi. Mais c'est vrai. Parce que je pense que souvent, c'est l'émotionnel qui prend le pas sur l'intelligence dans ces situations-là. Oui, il y a des gens qui ont trop souffert et… Oui. Alors, Viviane, je te propose qu'on donne la main à quelqu'un d'autre. Donc, tout à l'heure… Merci, Viviane. Merci beaucoup, Viviane. Tout à l'heure, il y a Alexandre qui a levé la main, mais il a baissé la main. Je ne sais pas, Alexandre, si ta question est toujours d'actualité.
Oui, bonjour. Je- Bonjour. Non, en fait, je regardais les options et il y a mon fils qui a laissé traîner ses doigts par là et qui a levé la main. Et du coup, je l'ai baissé derrière. D'accord, Ben, parfait. merci pour cette présentation, c'était intéressant. Notamment la partie sur l'hyperesthésie, Oui, où je m'étais déjà questionné avant de me faire tester. Je suis oui, ostéopathe de métier et je sentais beaucoup de choses étonnantes. Et également, le bruit me gênait assez souvent. Les odeurs avaient un impact mm, assez important sur ma manière d'appréhender une pièce, une situation. oui, Et c'est la première fois que j'entends que c'est associé oui, euh, au THQ. J'avais oui, beaucoup entendu oui, sur l'hyperémotivité, mais pas forcément sur les hyperesthésies, sur l'essence en fait. oui. Et il y a même des gens qui développent, j'en ai pas parlé, mais c'est de la synesthésie. Ils vont mélanger, par exemple, ils vont associer des couleurs à des odeurs c'est un mélange d'essence en fait. Ils Alors, peuvent nous avons, associer des couleurs à des sons ou des choses comme ça, ou des sons à des lettres, ou voilà, et de manière naturelle. alors, nous avons Adeline parmi nous qui est synesthète. Donc, peut-être qu'elle voudra prendre la parole sur le sujet. Est-ce que, Alexandre, tu as fini ton Oui, c'est bon, commentaire merci, c'est Oui. gentil. Alors, je vais donner la parole à Isabelle, qui était la personne suivante à avoir levé la main. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport aux personnes qui ont à partir de 125 de QI, ce que tu en pensais, puisque certains psychologues, même s'ils sont en minorité, disent qu'on peut être HP à partir de 125, même si tout le monde s'accorde à dire que c'est à partir de 130. Pour moi, il faut à un moment donné mettre un seuil. Et donc, quelqu'un qui a 129 n'est pas fondamentalement différent de quelqu'un qui a 130. Par contre, le seuil, il est à 2% ou deux écarts types. On peut jouer sur l'un ou l'autre. Et donc, ouais, c'est pas juste, mais c'est le seuil. Je n'ai pas répondu à ta question. Si, mais comme j'ai vu que dans ton étude, il y avait plein de trucs intéressants par rapport à des choses diverses et variées, notamment le fait que certains HQI voulaient soit beaucoup d'enfants, soit pas du tout, et que je me suis retrouvée Oui, dedans parce que moi, je n'ai jamais voulu d'enfants. oui. Enfin, plein de petites choses comme ça sur lesquelles tu te basais sur des chiffres. Je m'étais dit peut-être que tu avais des infos supplémentaires sur ce que j'ai abordé. Non, je vous enverrai l'étude complète. C'est que pour chaque typologie, par exemple sur l'âge auquel on marche, sur ceci, sur cela, il y a énormément de questions dans l'étude que j'ai. J'ai calculé le QI moyen. Alors, effectivement, souvent les écarts sont faibles. On est sur 1, 2, 3 points de QI d'écart, donc c'est pas énorme. Mais quand on observe bien les chiffres, on se rend compte que les points de QI, même s'ils sont faibles, sont porteurs de sens, d'après moi. Et quand on cumule plusieurs choses, eh ben 2 points par-ci, 2 points par-là, 3 points par-là, ça finit par faire un écart de 5, 10 points. Et là, à 10 points, bah, tu es plus significatif. En gros, si vous avez des enfants, aimez-les, quoi. Ça, non, mais Pardon, c'est pas mal. ça ne fera que leur fournir un terreau dans lequel leur cerveau va pouvoir s'exprimer pleinement. D'autres questions? Alors, la personne, Isabelle, ça te convient? Tu avais Fernand. d'autres? Ça allait? Non, je n'ai pas de questions, merci. Ok, je t'en prie. Donc, la personne suivante dans l'ordre, il y a Patrick et ensuite il y aura Attends, Fernand. attends, j'entends pas. Alors, la personne suivante, c'est Patrick Oui, et après, il y aura Fernand. Vas-y, d'accord. Patrick. Bonjour. Alors, moi, Bonjour, Patrick. j'ai d'abord ma question elle est sous forme d'affirmation plus d'une question. On demande souvent aux HQI ou aux THQI testés de ne pas s'identifier par rapport à leur QI. Mais les mêmes personnes qui tiennent ce discours trouvent inadmissible que les psychologues testeurs renvoient les testés hétérogènes chez eux sans leur donner une valeur de QI. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique? Oui, clairement, oui. Je n'ai rien à répondre. On a dans l'accompagnement de tout ça, de mon point de vue, on a un sérieux souci. Voilà. Renvoyer une gamine en lui disant bah, maintenant débrouille-toi
et j'ai pas parlé, mais les aspi, hein, c'est pareil. Hein. C'est un peu le même sujet. J'allais dire le même problème, mais non, c'est le même sujet. C'est que alors j'ai une tendresse particulière pour les aspi. Ce sont des gens que je trouve touchants et intéressants. En tout cas, les aspi HQI. Et ces gens-là, eh ben je me souviens de quelqu'un de ma région qui a été testé et évalué ASPI par un psychologue expert, un psychiatre expert, pardon. Et lorsqu'elle a fait la démarche auprès du CRA, le CRA lui a dit non, vous n'êtes pas du tout Asperger. Et cette fille-là est venue complètement désorientée en me disant quand j'ai cru que j'étais ASPI, je me suis bien retrouvé dans ce que j'ai lu, mais maintenant je ne sais même plus ce que je suis. Et hop, débrouille-toi, rentre chez toi, zéro accompagnement. Je trouve ça dramatique parce que les gens sont après avec leurs doutes, leurs peurs, leurs angoisses et c'est dommage, quoi. Alors que tout ça, ces gens-là, pour moi, sont une richesse pour l'humanité d'une manière générale. Hein. Alors, juste pour une explication, il y a quelqu'un qui a demandé ce que ça voulait dire ASPI, c'est l'abréviation d'Asperger. Ah oui, excusez-moi, je ne savais pas. Patrick, est-ce que la réponse te convient ou est-ce que tu avais quelque chose d'autre? Parfait, merci beaucoup. Merci Didier. C'est bon, Fernand, merci beaucoup. Fernand, à toi. Oui, bonsoir. Merci Didier pour cette excellente conférence. Merci beaucoup. Merci Fernand. Être dans les Hautes-Alpes et t'entendre, ça me fait vraiment plaisir. Ah, moi voilà. aussi. C'est pour la technique. Ouais, c'est fabuleux. Alors, Asperger, déjà, c'est le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme de haut niveau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, ce que je voulais revenir sur le fait que, en fait, toute une partie de ta conférence est basée sur des informations qui sont tirées de consultations auprès de psychologues. Donc, comme tu l'as bien exprimé, ça pathologise un petit peu le HQI et ça, moi, je le regrette énormément. Je le regrette énormément. Mais je voulais savoir si, à ta connaissance, il y avait une manière d'avoir une coupe beaucoup plus franche de la société pour arriver à repérer vraiment les caractéristiques qui émergent chez les HQI qui n'ont pas de problématiques particulières ou qui, en tout cas, ne consultent pas pour des problématiques particulières. Merci. Alors, on a un gros problème en France et dans beaucoup de pays par rapport à ça. C'est que, en gros, on a un problème autour de l'intelligence. Il y a quelques pays qui valorisent socialement extrêmement bien l'intelligence et sont des pays surprenants. C'est par exemple la Russie. On ne l'imagine pas parce qu'on est dans nos clichés politiques, sociaux, ce que vous voulez, mais les gens très intelligents sont extrêmement valorisés en Russie. En Israël, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tous les enfants sans exception à l'école passent un test de QI et ceux qui obtiennent les meilleurs résultats se voient proposer des écoles ou des parcours adaptés. Mais des expériences comme ça, il y en a très peu. Je crois qu'il y en a eu une en Australie une fois, mais dans le monde, il n'y en a que très très peu des études comme ça. Et c'est ça qui serait la vraie vérité, c'est de prendre une cohorte ou de prendre une population bien déterminée mais bien représentative et de mesurer et de voir comment le QI et si le QI bouge en fonction d'événements de la vie et de faire une grande étude par rapport à ça. J'ai été surpris par exemple d'apprendre comment, vous savez, la WAIS, elle a été étalonnée à partir de la WAIS qui est vraiment le truc de référence de tous les psychologues. De mémoire, je crois qu'elle a été étalonnée à partir de 850 individus. Donc, c'est pas statistiquement, c'est robuste, mais c'est pas non plus 10 000 personnes, quoi. Même 2000. De manière non contre-intuitive, la précision de ce qu'on mesure évolue en fonction du nombre de personnes qu'on prend, mais il faut 1000 ou 1500 personnes pour être vraiment très, très précis. Et la WAIS, elle a été faite sur un échantillon plutôt dans la fourchette très basse, avec 850 personnes. Et le premier test de Binet, je ne sais plus le chiffre, mais c'était très très peu d'enfants pour faire son étalonnage initial. Voilà, c'est curieux, mais il faudrait faire ça, ouais.
faudrait impulser de la recherche, en fait. Merci Didier. Merci Fernand pour ta question. Alors, Adeline nous a fait part, tout à l'heure, je l'ai mentionné par rapport à la synesthésie. Donc, elle n'a pas de micro, elle ne peut pas intervenir là-dessus. Par contre, je peux vous renvoyer tous à la conversation qui se passe sur Mensa France actuellement et que Adeline d'ailleurs avait initiée par rapport à son cas personnel. Et ça a été l'occasion à plusieurs médecins de raconter leurs propres expériences de synesthésie. Et c'est vraiment tout à fait passionnant parce que ça nous fait rentrer dans des expériences qui sont absolument inimaginables quand on n'a pas cette caractéristique-là. Il y a une autre personne dans le chat, alors je m'excuse auprès d'elle parce que j'ai noté l'idée, mais après le chat est remonté et je l'ai perdu, qui a mentionné par rapport à l'effet Flynn et donc surtout à la suite, le rôle des perturbateurs endocriniens sur la baisse du QI. Peut-être que tu pourrais éventuellement revenir un petit peu là-dessus, si tu as des éléments. Merci. Alors moi j'ai une hypothèse, alors il n'y a rien de mesuré, mais grosso modo, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. On se met des produits chimiques sur la tête tous les jours avec des shampoings au détriment de savon. On a une nourriture qui est de plus en plus aseptisée. On est de plus en plus aidé, accompagné par des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, tout ce qu'on veut, qui vont nous soulager de nos modes de pensée. Et les émissions de télé, ma foi, je pense que ce n'est pas en regardant les anges de la télé-réalité ou des choses comme ça qu'on va développer son esprit critique. Et de manière très simple, je me demande si, à force de ne pas être sollicité, théorie d'évolution, un organe qui ne sert plus ou qui sert moins voit ses capacités diminuer. Et donc, si aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là où le cerveau, naturellement, diminue ses capacités parce qu'il n'en a pas besoin, tout simplement. Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'on mange? Est-ce que c'est des perturbateurs endocriniens? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à creuser et je ne serais pas surpris que ce soit un peu tout ça. Ok. Donc, en fait, je rends à César la question que j'ai retrouvée entre-temps. C'est Véronique qui l'a posée et qui n'a pas de micro pour communiquer. Là, donc, je fais un petit peu je descends le chat. Donc, il y a essentiellement des gens qui te remercient et qui sont manifestement absolument enchantés par les questions. Alors, il y a Olivier. Est-ce qu'Olivier, tu ne veux pas la poser en réel? Parce que normalement, tu as le micro. Oui, si tu veux. Merci. Non, du coup, oui, c'était pour revenir sur la question de Fernand et du coup sur ces problématiques de biais de consultation psy et de savoir s'il y avait des échelles qui avaient été prévues, des études qui avaient été prévues à grande échelle sur des membres de Mensa et où du coup on s'affranchirait de ce biais-là, même si après il y a la problématique de population générale et qu'il faudrait comparer. Alors, à plusieurs occasions, il y a eu des tentatives, y compris par le bureau actuel, et les gens répondent relativement peu. Et du coup, on a un échantillon qui est aussi biaisé, puisqu'on cible la population de Mensa, qui est rien du tout, qui n'est pas représentative. Souvent, moi, ça, c'est 4000 personnes, et c'est 2% de la population française. Mais 2% de 70 millions ou de 66 millions, ça fait 1,3 million. Et sur 1,3 million personnes, on n'en a que 4000. Donc, est-ce qu'on n'a pas un biais de recrutement et qu'on n'a pas à Mensa des gens qui sont les HQI avec des profils particuliers? Oui, je pense que tu as raison. Merci. Du coup, la seule solution, c'est de faire des études en population générale plus grande possible. Ouais. Pierre Hugo a noté tout à l'heure, il disait dans le temps, il y avait les 3 jours, c'était un moyen de mesurer, de faire des tests à tout le monde et toute classe sociale mélangée. Et je pense qu'il a raison, c'était vraiment un bon moyen. D'ailleurs, c'est en faisant une étude comme ça que les Norvégiens ont mesuré la baisse du QI chez les jeunes sur les dernières années. Voilà. Ok. À la suite de Pierre Hugo, il y avait Viviane qui avait abordé les matrices de Raven. Qu'est-ce que tu en penses? Rien, je ne maîtrise pas assez le sujet. Attends, mais j'ai mes limites, hein. Clairement. Aucun souci.
Je balaye ma mosaïque. Fernande, qui a toujours la main levée, est-ce que tu as encore une question ou c'est que tu n'as pas baissé ta main tout à l'heure? Tu n'as juste pas baissé ta main, c'est ça? Non, 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 non. Ah, pardon, tu as une autre question, vas-y. Oui, excusez-moi, c'est juste, je rebondis sur la prochaine conférence. En fait, moi aussi, pendant très longtemps, j'ai pensé que les 3 jours étaient quand même une méthode pour évaluer le QI d'une population conséquente. Mais en fait, on balaye d'un revers de main toute la population féminine. Oui. Donc, effectivement, c'est un biais, alors je ne sais plus lequel, mais c'est un biais. Donc, je rejoins tout à fait Didier lorsqu'il dit que l'idée serait plus d'aller dans une cohorte de CM1, CM2 pour avoir des éléments plus objectifs. C'est juste une remarque. Non, non, mais elle est fondée. Ceci dit, il a été démontré par je ne sais plus qui que le cerveau n'avait pas de sexe. C'est qu'il n'y a pas de différence significative entre le cerveau d'un homme et le cerveau d'une femme, sauf les zones liées aux hormones, mais ça, c'était assez évident. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de différence mesurable ni mesurée entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Donc moi, par souci de commodité, on n'est qu'une population masculine, ok, c'est un biais de recrutement, mais c'était facilité. Mais aujourd'hui, il y a la journée qui a remplacé les 3 jours, c'est la journée je ne sais plus quoi. Et là, il y a les filles qui sont invitées comme les garçons. Ça pourrait être bien de faire quelque chose, de faire un test sur ces populations-là. J'ai oublié comment ça s'appelle, les journées de… Quelqu'un sait? Civique, il y a un truc civique. Oui. Le service civique, non, c'est pas ça, c'est journée. Journée d'appel, dit Adeline sur le chat. Ah, merci beaucoup. Merci. Mais je pense qu'il y a une appellation qui est… oui, ça serait, voilà, qui est plus long que ça, et ce que nous dit La Vincent. journée d'appel de préparation à la défense. Ouais, c'est ça. Merci Vincent. Mais effectivement, dans ce cadre-là, ça pourrait être bien qu'on puisse évaluer toute une population, parce que là, on est sur une tranche d'âge qui est intéressante. France entière. Je balaye ma mosaïque, je n'ai plus de main levée. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir épuisé de toute façon, on a fait… On a bien fait 1h43. Oui, on a déjà… Oui, pardon, je n'avais pas regardé la durée. C'est pas grave, moi, ça m'a fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Donc Valérie, je t'enverrai l'étude. J'ai également fait une petite feuille Excel qui permet, en rentrant un score, d'avoir toutes les conversions, les calculs, les pourcentages de population, etc. Voilà, si vous n'aimez pas les stats ou Excel, ben, vous pourrez prendre la feuille toute faite. Voilà. Magnifique. Donc, je l'enverrai aussi Valérie, et puis je vous ai mis mon adresse, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème, soit pour prolonger cet échange, soit pour, si vous voulez que je vous envoie les supports de cette présentation, l'étude que j'ai faite et la feuille Excel, il n'y a aucun problème. La connaissance, c'est fait pour être partagée. Et c'est la liberté. Merci à tous. Je vous Didier, souhaite une bonne soirée. Alors. Vraiment, merci beaucoup. On donne rendez-vous à tout le monde mercredi en Belgique, j'ai tendance à dire, oui. pour assister à la deuxième conférence que tu nous donnes, là, coup sur coup, donc sur femmes et les femmes scientifiques. Et oui. Ne doutons pas, au vu de celle-là, que ça va être tout aussi passionnant. Donc, encore merci beaucoup. Et puis, bonne soirée. Oui, tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Et au plaisir de vous revoir dans la vraie vie. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Alors, comment on ferme? Bonne soirée Valérie. Bonsoir.